Bonjour à tous, je suis Brame Cosette et je suis animatrice du patrimoine au château de Rambouillet. Aujourd'hui, je vous emmène très loin dans le temps, aux origines du monde, à travers les plus anciens récits de sa création. Nous allons parler mythologie. De tout temps, les hommes ont prôné le retour aux sources et cherché des réponses dans les mythes fondateurs antiques. Aussi, ces récits ne cessent d'être mis en scène à travers toute forme d'art, depuis la Renaissance à la redécouverte des courants au XIXe siècle, en passant par les bassins du roi Soleil ou le siècle des Lumières. Le château de Rambouillet, ayant traversé tous ces âges, recèle de décors antiques dissimulés un peu partout dans le domaine, que ce soit à l'intérieur du château ou dans le parc et ses fabriques. Je vous propose de nous intéresser à quelques détails mythologiques présents dans les intérieurs, c'est-à-dire au château et à la laiterie de la reine. Puis, dans un second temps, je vous conterai un de ces célèbres mythes fondateurs de notre patrimoine littéraire, culturel et artistique. Le premier exemple flagrant de référence à l'Antiquité et aux récits mythologiques à Rambouillet est celui de la laiterie de la reine. Véritable temple du lait, elle est offerte à Marie-Antoinette en 1787 par son époux, le roi Louis XVI, qui achète le château 4 ans auparavant. Ce bâtiment, réalisé par l'architecte Jacques-Jean Thévenin, est le reflet d'une société en plein questionnement, le siècle des Lumières. Lorsque l'on pousse les portes de cette laiterie d'apparat, on peut remarquer sur les murs de la salle de dégustation 4 médaillons réalisés par Pierre Julien, sculpteur du roi Louis XVI. S'ils illustrent les travaux liés à la ferme et au lait, on constate la mythification des bergères, représentées telles des nymphes à la chevelure et aux drapés antiques. Un peu plus loin, derrière les grandes portes, la salle des fraîcheurs produit ses effets de surprise et d'émerveillement. On y rencontre Amalthée sous les traits d'une nymphe accompagnée de sa chèvre. Cette vision d'Amalthée provient des récits d'Ovide, dont l'écriture démarrerait en l'an 1er. Au départ, dans la mythologie grecque, Amalthée est la chèvre qui nourrit le petit Zeus que sa maman avait caché sur l'île de Crète afin qu'il ne se fasse pas dévorer par son papa, le terrible titan Cronos. Cette histoire est d'ailleurs sculptée sur les murs de la salle des fraîcheurs. Elle fait face au récit d'Apollon, fils de Zeus, envoyé sur terre pour garder le troupeau du roi Admète. Tout cela restant donc dans le thème du lait et d'un retour à la nature prôné par l'idéologie des Lumières. À côté de ce temple, dans le salon du roi, un plafond en trompe-l'œil conserve des tableaux avec des petits anges mythologiques représentant les 4 saisons de l'année. En cheminant par les jardins pour arriver au château, les références à l'Antiquité sont également nombreuses. Façades à frontons, thermes et colonnes. Quant à l'intérieur, c'est sûrement dans la salle de bain de l'empereur Napoléon que l'on trouve le plus de références à l'Antiquité. Emplie d'amphores, de lyres et de tridents, elle a des allures de petit temple de Pompéi. Mais il n'y a pas que sur ces murs que l'on y fait référence. Au temps de la transformation du château en hôtel présidentiel, des tapisseries du mobilier national avaient été installées dans les salons de Rambouillet. En visitant le château de nos jours, vous pouvez découvrir dans le salon du conseil Aphrodite au bain et Psyché observant l'amour endormi. Cette tapisserie fut exécutée par la manufacture des Gobelins en 1791, à partir de cartons de François Boucher, peintre du roi. Aphrodite, appelée Vénus chez les Romains, est déesse de l'amour et de la beauté. Elle fait partie de la famille des 12 premiers dieux de l'Olympe. Née d'Ouranos, le ciel étoilé, et de l'écume, elle sera très souvent représentée par les artistes. L'image la plus célèbre de cette déesse reste le tableau de la naissance de Vénus de Sandro Botticelli,
peint à la fin du XVe siècle. Il va tellement marquer la Renaissance italienne que la coquille Saint-Jacques ouverte deviendra un code souvent présent dans l'architecture des châteaux du XVIe siècle en France. À ne pas confondre avec la coquille bombée qui est celle des pèlerins. Psyché, quant à elle, était une jeune mortelle d'une grande beauté. Et c'est l'histoire de ces deux femmes que je m'en vais vous conter. Un conte pour enfants y fait beaucoup référence, mais saurez-vous trouver lequel? La jeune princesse Psyché avait une beauté si parfaite qu'elle éveilla la jalousie de la déesse Aphrodite, à laquelle tout le monde la comparait. Psyché avait 2 sœurs, très belles également, mais sur lesquelles elle l'emportait de loin. Pourtant, contrairement à ses 2 sœurs aînées, Psyché ne trouvait pas d'époux. Les foules se contentaient de venir la contempler comme une œuvre d'art et de la vénérer telle une déesse, au point d'en oublier la véritable déesse de la beauté, Aphrodite. Terriblement jalouse, celle-ci ordonna à son fils Éros, dieu de l'amour, appelé Cupidon chez les Romains, de lui envoyer une flèche pour que Psyché tombe amoureuse de l'être le plus laid et monstrueux qui existe. Psyché fut emmenée par Zéphyr, le doux vent de l'ouest, jusqu'à une merveilleuse vallée où se trouvait un palais magnifique. En entrant, Psyché découvrit un savoureux festin qui l'attendait et fut servie par des personnages invisibles dont elle entendait seulement les voix. Puis, elle fut installée dans une chambre somptueuse. Chaque soir, son époux venait lui rendre visite. Mais il lui avait demandé de tenir une promesse. Elle ne devait jamais le regarder en plein jour. Il ne se retrouverait qu'à la nuit tombée. Psyché avait promis, et au fur et à mesure que le temps passait, la jeune fille appréciait de plus en plus la compagnie de son mari. Elle ne manquait de rien pour être heureuse, mais elle avait très envie de revoir sa famille. Son mari accepta que Zéphyr amène ses 2 sœurs au palais. Les sœurs de Psyché lui apprirent qu'on racontait partout qu'elle avait épousé un monstre horrible, éveillant ainsi la peur et la curiosité de cette dernière. Un soir, alors que son époux dormait à point fermé, la belle Psyché prit une lampe à huile et se pencha sur l'épaule de son mari pour apercevoir son visage. Ah! Et elle reconnut Éros, le dieu de l'amour. En fait, il était tombé amoureux d'elle en se blessant avec l'une de ses flèches. Psyché ne pouvait détacher ses yeux du beau dieu qui dormait avec elle. Mais à ce moment, une goutte d'huile brûlante coula de la lampe et vint se poser sur l'épaule d'Éros, qui fut réveillé en sursaut. Il s'enfuit et, blessé, il alla se réfugier naturellement chez sa maman. La déesse Aphrodite entra dans une grande colère. Elle condamna Psyché à être son esclave jusqu'à ce qu'elle réussisse toutes les épreuves qu'elle pensait insurmontables. Mais Éros, toujours amoureux, finit par faire appel au dieu des dieux, Zeus. Celui-ci décida de rendre Psyché immortelle, et après bien des épreuves, on célébra le mariage d'Éros et de Psyché. Finalement, tout finit bien, même pour Aphrodite. Elle pouvait se réjouir, car, occupée en famille dans l'Olympe, Psyché ne pouvait plus lui faire du tort sur terre. De tous ces récits, on en retient souvent le message suivant. Les dieux sont tout aussi jaloux, orgueilleux et cruels que les hommes. Ainsi,
Cela ne sert à rien de se mêler de leurs affaires. Et quand ils viennent se mêler aux mortels, cela finit toujours mal. En tout cas, c'est ce que semblent raconter les vestiges et les décors de l'Antiquité, que l'on peut toujours admirer au château de Rambouillet.